Bonjour à tous. On se retrouve en Grèce antique pour faire directement suite au dernier épisode sur la religion. Il existe également, parallèlement à cette religion plus classique, des pratiques populaires que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de superstitions, et d'autres, cette fois-ci moins distinctes de la pratique religieuse, celles liées à la magie. Beaucoup de superstitions, d'interdictions ou d'obligations font partie du quotidien d'un grec ancien. Certains jours du mois sont par exemple considérés comme néfastes, et il faut éviter d'y accomplir des actes importants qui auraient une conclusion néfaste. Pour pouvoir pénétrer dans un sanctuaire en Grèce ancienne, il faut être pur. Qu'une souillure contamine l'espace sacré et les rituels qui y sont pratiqués risquent de perdre de leur efficacité. Pour éviter toute souillure dans le sanctuaire, l'accès aux espaces sacrés est réglementé par des inscriptions placées à leur entrée. Chaque sanctuaire dispose de ses propres prescriptions, mais ce sont toujours les mêmes types de souillures et d'interdits qui y sont évoqués, comme le cuir, mais aussi des interdits liés au port de certains bijoux et objets comme les armes. Après le décès d'un proche, on doit aussi attendre un certain temps avant de pouvoir à nouveau y pénétrer. De la même manière, la souillure peut découler d'un accouchement, d'un avortement ou d'une fausse couche. Je peux aussi vous citer quelques superstitions trouvées en vrac. En tant que grec vivant au 5e siècle avant Jésus-Christ, jamais tu ne traverserais un fleuve sans avoir fait une prière. Jamais tu ne te couperais les ongles alors qu'un sacrifice est à l'œuvre. Jamais tu ne vas asseoir ton enfant sur une tombe. Et de très nombreuses bagues, amulettes, bracelets ou autres médaillons tu porteras, car elles sont censées repousser le mauvais sort au quotidien, nous allons y revenir. Vous me voyez venir, les Grecs anciens ont majoritairement tendance à croire sans ambiguïté aux magiciens, sorciers et prédicateurs d'avenir. La magie, la mageia ou goetia, est pratiquée essentiellement par des magiciens vagabonds, hommes et femmes, dont les premiers représentants seraient les prêtres mages, les magoi perses. Ils prétendent pouvoir modeler la nature, stopper la course du soleil ou faire descendre la lune. Mais en réalité, guérir de la maladie, ramener un enfant volage ou rendre fou d'amour quelqu'un, et surtout prédire l'avenir, sont les principales raisons pour lesquelles on vient les voir. Pour cela, ils font appel au tirage au sort d'objets, à l'examen du vol des oiseaux, à l'interprétation des songes, à l'analyse de taches d'huile dans l'eau et j'en passe. L'astrologie également est très courante. De manière générale, incantations et offrandes aux démons, spectacles de feu, danses avec des os, figures de cire vaudou, tablettes et parchemins d'envoûtement sont pratiqués. Toute une imagerie assez marquée est utilisée dans cet art mystérieux, très présent à travers toute la Grèce, et auquel on fait appel couramment. La distinction entre la magie et la médecine, ou la religion par exemple, n'est pas aussi nette qu'aujourd'hui. Les mythes abondent d'ailleurs en récits de potions magiques et de malédictions. La magie ne se cantonne pas aux basses couches de la société. Des cités entières font appel à elle, à travers des inscriptions ayant pour but de protéger une ville d'une catastrophe par exemple. Il est certain que quelques intellectuels prennent conscience de son potentiel d'abus, comme dans le cas de Platon, qui voulait punir ceux qui vendaient des sorts et des tablettes de défiction. Ces tablettes, justement, c'est un phénomène assez curieux qui se profile au fil des découvertes archéologiques récentes. Elles se présentent le plus souvent sous la forme d'une feuille de métal, en particulier de plomb, sur laquelle est inscrite la malédiction, accompagnée d'une figurine, parfois meurtrie ou transpercée d'un clou. Elle est ensuite enterrée dans le sol, dans une tombe ou dans un puits. Les tablettes de malédiction sont surtout utilisées comme moyen de régler un éventuel conflit en sa faveur, couvrant des sujets tels que les transactions commerciales, les problèmes relationnels, des litiges juridiques ou beaucoup de cas de vengeance et même des compétitions sportives. Bien que le phénomène soit à l'origine de vifs débats, notamment dans les couches les plus hautes de la société, le corps des agriculteurs, particulièrement dépendant des aléas de la nature, fait appel abondamment à la magie, à travers les fameuses amulettes notamment. Celles-ci sont portées autour du poignet ou du cou, car on espère qu'elles garantiront des pluies suffisantes pour la saison. Les amulettes grecques peuvent être divisées en deux grands types,
les talismans qui portent chance et les phylactères qui protègent. Certaines de ces amulettes sont encore largement utilisées, même aujourd'hui en Grèce, comme le mauvais œil, ou dans le sud de l'Italie, le cornicello, pour éloigner la malchance, les pensées funestes. Car oui, comme de tout temps, s'il y a bien un thème qui n'échappe pas à la peur, à l'interprétation et aux croyances, c'est bien la mort. La mort, elle est perçue à la fois comme une séparation avec un être cher et une souillure pour les vivants, qu'il faut éliminer en rendant aux défunts des honneurs funèbres à composante religieuse. Les rituels accompagnant les funérailles sont donc particulièrement codifiés. Il est indispensable pour les Grecs de rendre à un mort les devoirs qui sont destinés à lui permettre de passer dans le monde de l'au-delà. Le pire châtiment que l'on peut infliger à un criminel ou un ennemi, c'est de le priver de sépulture. Une fois le dernier souffle rendu, on ferme les yeux du mort et on glisse dans sa bouche une pièce de monnaie qu'il pourra donner à Charon, le batelier, pour payer sa traversée du fleuve des enfers. Chez de nombreux citadins, notamment chez les citoyens, les femmes de la maison lavent le corps, le couvrent d'huile parfumée et le revêtent d'habits blancs. On couche ensuite le cadavre sur un lit de parade, placé dans le vestibule de la maison et visible depuis la rue. Des offrandes étalées tout autour. Cette exposition du mort dure pendant une journée, durant laquelle parents et amis viennent saluer le corps. Le lendemain, on transporte le corps vers son lieu d'ensevelissement, sur une litière portée par des hommes ou un char. Le cortège est précédé par une femme portant un vase d'eau pour les libations et accompagnée de joueurs de flûte. Cette opération doit se faire avant le lever du soleil pour ne pas souiller l'astre de ce spectacle macabre. Attention, seuls les membres de la famille peuvent faire partie du cortège. Le corps est généralement inhumé, plus rarement incinéré, et il est placé dans un tombeau. La cérémonie se termine par une libation et un sacrifice. Enfin, la famille se réunit pour un banquet funèbre. 3 fois dans le mois, la famille se réunit à nouveau pour des sacrifices et autres banquets. Une mort ne passe pas inaperçue dans une famille, ça c'est sûr. Les tombeaux sont toujours à l'extérieur de la ville, alignés le long de la route, comme on l'observe plus tard dans le monde romain. On y trouve un tumulus de terre, surmonté d'un vase ou d'une stèle. Sur cette pierre tombale, un bas-relief représente la personne, en compagnie d'un membre de la famille, d'un esclave ou d'un animal de compagnie par exemple. Une épitaphe, en verre, rappelle l'identité du défunt. Certaines familles riches construisent un petit monument, mais les législateurs veillent à ce que les pratiques funéraires ne témoignent jamais d'un luxe ostentatoire. Il existe dans les cités un tombeau public, dans lequel sont enterrés les soldats morts pour la défense de la cité, vénérés par tous ses citoyens. Les Grecs se représentent les morts comme des ombres impalpables, qui mènent une existence triste dans le royaume des morts, les enfers ou lieux sous la terre. C'est un monde obscur et humide où règne le dieu Hadès avec sa compagne Perséphone. 2 étapes marquent le passage du monde des vivants à celui des morts. Le décédé doit d'abord se faire admettre dans le royaume d'Hadès, puis subir le jugement qui décidera de son sort pour l'éternité. Pour pénétrer dans ce monde souterrain, le défunt doit traverser 2 fleuves, le Styx à l'eau empoisonnée et l'Archéron. Le fameux Cerbère tente de lui interdire le passage. Puis, pour atteindre l'autre rive, le mort doit emprunter la barque conduite par Charon, qui réclame sa pièce de monnaie. Ceux qui ne peuvent payer sont repoussés et errent pour l'éternité à la porte de l'enfer. Le rôle de la famille est donc essentiel. Sans eux, personne ne placera la pièce de monnaie indispensable entre les dents du défunt. Une fois dans le royaume des enfers, l'âme du mort est confrontée à 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante. Les jugements qu'ils portent est soit le mort ira rejoindre les damnés dans le Tartare, où il subira pour l'éternité des supplices épouvantables, ou, au contraire, il retrouvera les bienheureux qui s'ébattent dans les Champs-Élysées, une grande prairie semée de fleurs et baignée dans une lumière éclatante. Bon, on a une vision assez large de la place assez importante que la croyance peut avoir dans la vie des Grecs. Mais attention tout de même, la superstition, traduite en Grèce antique par la deisidæmonia,
n'est pas forcément bien vue. De nombreux poètes ou philosophes la décrivent comme une peur exagérée, voire insultante des dieux. En effet, c'est une caractéristique de la philosophie, donc du modèle citoyen, que d'être dépourvu de superstition. C'est de la connaissance que vient le remède, car la superstition obscurcit la raison, dans, je cite, des circonstances où la raison serait au plus haut point nécessaire, comme le disait Plutarque. Je vous remercie pour votre attention, ce petit épisode est terminé. On se retrouve très rapidement pour la suite et un épisode assez massif sur le monde culturel, le monde artistique de la Grèce antique. D'ici là, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire, ça me fait toujours plaisir, surtout sur ces petites séries. Et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.